Alors, on reprend ce cours sur le statut juridique interne des personnes détenues. Donc, parmi les différents droits des personnes détenues, il y a aussi celui d'avoir des contacts avec le monde extérieur. Alors, ces contacts peuvent prendre différentes formes. Il peut s'agir de la correspondance, donc du courrier, de visite. Donc là, les proches viennent en visite à la prison, du téléphone. Donc là, ils peuvent appeler leurs proches, des contacts avec les avocats, des contacts avec les agents consulaires et le corps diplomatique, des contacts avec les médias. Alors, au niveau de la correspondance, il y a des possibilités de contrôle du courrier, notamment pour voir s'il n'y a pas de la drogue qui rentre par les enveloppes qui arrivent, évidemment. Il y a certains courriers qui ne peuvent pas être contrôlés, comme ceux qui viennent des députés, des ministres, des médiateurs, des organes de surveillance, des échanges de courriers avec les avocats, bien entendu. Alors, on va seulement développer la question des visites et du téléphone maintenant. Donc, il y a plusieurs types de visites. Ce qu'on appelle les visites à table. Donc ça, ce sont des grands parloirs, de grandes salles avec plusieurs tables où les proches peuvent venir rendre visite aux personnes détenues. Il y a aussi ce qu'on appelle les visites hors surveillance ou VHS, donc des visites dans l'intimité, c'est-à-dire que ces visites-là ne sont pas surveillées. Donc, les personnes détenues sont dans généralement une espèce de petite chambre avec un lit, un lavabo, une douche, un fauteuil pour recevoir donc des visites intimes avec leur partenaire, mais aussi des visites familiales, puisqu'il y a des jouets, un espace jeu pour les enfants, donc pour passer un moment plus intime que dans cette grande salle, parfois très bruyante, qu'est la salle de visite, avec leur famille. Alors, les visites à carreaux, ça, ce sont des visites, comme vous voyez la seconde photo en dessous, il y a un carreau, donc on ne peut pas se toucher. Ça, c'est des visites qui sont prévues suite à des sanctions disciplinaires ou dans des cadres de régime de sécurité. Et donc, ce type de visite-là existe aussi. Alors, il y a la possibilité de supprimer des visites s'il y a des infractions au règlement des visites par les proches ou par les personnes détenues. Donc ici, vous voyez par exemple la salle de visite pour les proches de la prison de Mons. Alors vous voyez donc toutes les tables, il y a aussi possibilité d'acheter des friandises et des boissons dans les distributeurs. Et vous voyez sur la première photo au-dessus, donc ça c'est là où se trouvent les agents de surveillance qui surveillent les visites. Alors vous voyez qu'ici c'est une salle de visite aménagée spéciale pandémie puisque des plexiglas sont installés. Mais vous devez aussi savoir que ces visites, dans le cadre des pandémies, ont été suspendues pendant tout un moment pendant la première vague. Et maintenant, depuis début novembre, elles sont également supprimées, ce qui génère énormément de tensions puisque des mesures avaient été prises, plexiglas, gel, etc. Que, évidemment, dans des conditions de confinement qui sont encore plus rudes en prison, ce qui aide à tenir, c'est évidemment le soutien des proches. Donc, c'est une situation qui est bien évidemment très difficile à vivre pour les personnes détenues actuellement. Je ne vous ai pas parlé des parloirs avocats ou pour d'autres services qui viennent en prison. Alors ça, c'est des parloirs qui ne sont... Et évidemment, les avocats ne vont pas voir les personnes détenues dans ce type de parloir. Ils vont dans des parloirs plus petits, parfois sans fenêtre et très étroits, comme celui que vous voyez sur la première photo. Donc voilà, il y a des parloirs spéciaux pour les avocats également. Alors, le régime des visites varie entre les inculpés et les condamnés. Les inculpés ont droit à une visite tous les jours, les condamnés 3 fois par semaine et au moins parmi ces 3 jours, un jour de week-end ou le mercredi après-midi. Et c'est des visites de minimum 1 heure. Quant au VHS, c'est possible pendant 2 heures, 1 fois par mois, mais il faut être détenu déjà depuis 1 mois. Alors, le rythme des visites, la longueur des visites, ça varie vraiment d'une prison à l'autre. Vous savez voir ces horaires de visite sur le site de l'administration pénitentiaire. Alors, on a droit d'aller visiter quelqu'un en prison s'il s'agit d'un proche, tout simplement justifiant son identité. Si ce n'est pas le cas, alors on doit demander une autorisation qui doit être accordée. Alors le téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas possible d'appeler quelqu'un qui se trouve en prison. C'est à lui de vous appeler. Et donc, à nouveau, les conditions pour téléphoner varient fort d'une prison à l'autre, puisqu'il y a les anciennes prisons, les téléphones se trouvent encore dans les couloirs. Donc, vous voyez comme sur la photo, les personnes
téléphone debout dans un couloir où passent les agents, passent d'autres détenus qui vont et qui viennent. Donc les conditions d'intimité pour téléphoner sont quand même très limitées. Ça coûte très cher d'appeler depuis la prison. Il y a eu certaines réductions de tarifs récemment, mais ça coûte encore beaucoup plus cher qu'à l'extérieur. Et les GSM restent interdits en prison, mais pourtant, il y a des GSM qui circulent, mais tout simplement parce que le téléphone fixe coûte très cher depuis la prison, comme je viens de le dire, mais aussi parce que on peut appeler, surtout dans les prisons où les téléphones sont dans le couloir, qu'au moment où les agents savent nous amener au téléphone à certaines heures de la journée précisément. Et donc, quand on appelle nos proches et qu'ils ne sont pas là, c'est évidemment compliqué, tandis qu'un GSM permet cette flexibilité. Donc, dans les nouvelles prisons, les téléphones sont généralement en cellule. Il y a des projets de prévoir des téléphones en cellule dans les vieilles prisons qui sont en cours. Et dans les prisons toutes récentes, les possibilités d'appel peuvent se faire via les ordinateurs Prison Cloud qui se trouvent en cellule. Alors, bien sûr, les détenus peuvent pratiquer leur religion ou leur philosophie en communauté ou individuellement en prison. Et c'est pour ça qu'en prison entrent aussi des aumôniers catholiques, anglicans, protestants, orthodoxes, des conseillers islamiques, des rabbins et des conseillers moraux qui organisent donc des activités soit individuelles, il y a aussi également des activités de culte collectif qui sont organisées. Alors, la loi de principe prévoit aussi que l'administration pénitentiaire doit pouvoir faire bénéficier aux personnes détenues d'un accès assez large à un ensemble d'activités de formation, de loisirs, bien entendu dans l'objectif de réaliser le plan de détention individuelle dont on a parlé, de mettre en place des activités qui favorisent la réinsertion. Parmi toutes ces différentes activités, il y a bien entendu la possibilité de sortir, de prendre l'air, aller ce qu'on appelle au préau. Alors là, je vous ai mis des photos de préaux d'anciennes prisons. Vous voyez que les espaces sont assez limités, sont très bétonnés, pas du tout verts. Dans les nouvelles prisons, on voit que c'est un peu plus moderne, avec des infrastructures pour s'asseoir, des préaux, des infrastructures sportives. Au niveau du sport, alors là, évidemment, les anciennes prisons sont très peu adaptées aussi. On a consacré parfois des grandes cellules à des salles pour mettre quelques instruments de fitness, mais souvent des salles peu aérées et très petites où on ne sait pas aller à beaucoup, tandis que dans les nouvelles prisons, des espaces plus grands pour faire du sport sont installés. Alors, donc ça, le préau et le sport, c'est davantage organisé. Le préau est organisé par l'administration pénitentiaire, mais pour toutes les autres activités qui sont organisées, que ce soit le sport, la bibliothèque, les activités de formation, d'aide de recherche à l'emploi, etc. Toutes ces activités-là, c'est organisé par ce qu'on appelle les services externes, dont je vous ai déjà parlé, qui sont financés par la communauté française, mais aussi par d'autres sources de financement. Par exemple, les bibliothèques, c'est souvent organisé par la commune, ce genre de choses. Et donc, le problème, c'est que ces services externes doivent pouvoir rentrer en prison, avoir des possibilités d'organisation d'activités, avoir accès aux personnes détenues. Donc, elles doivent travailler en collaboration avec le personnel pénitentiaire et parfois, ils ont des intérêts qui ne vont pas dans le même sens et c'est parfois compliqué d'organiser cette coopération. Et par ailleurs, il y a clairement pas assez d'effectifs au niveau des personnes qui organisent des activités. Il y a d'ailleurs beaucoup d'activités qui se font dans un cadre bénévole. Et donc, ce manque de personnel, mais aussi le manque de moyens matériels, puisque, comme je vous l'ai dit, par exemple pour le sport dans les anciennes prisons, c'est très limité, mais aussi dans les anciennes prisons, il y a très peu de locaux prévus pour faire des cours ou pour faire des activités. Et donc, on ne sait pas organiser grand-chose, tout simplement parce qu'on n'a pas non plus l'espace. Et dans les prisons qui sont surpeuplées, surtout aussi les anciennes prisons, et les maisons d'arrêt, comme il n'y a pas assez d'agents, de personnel pénitentiaire présent et que pour pouvoir amener les personnes détenues aux salles d'activité, il faut du personnel qui puisse se déplacer pour les accompagner, pour pouvoir assurer sa sécurité, si le personnel pénitentiaire est insuffisant, on ne sait pas organiser non plus des activités. Donc on voit qu'évidemment, les activités de réinsertion organisées par les communautés dépendent fortement aussi des possibilités du personnel pénitentiaire. Alors,
c'est une compétence communautaire, je vous l'ai dit, donc il y a des rapports qui existent sur les offres d'activités au niveau francophone d'une part et néerlandophone d'autre part. Au niveau francophone, il existe une plateforme qui est une coupole où se regroupent tous les services externes, c'est ce qu'on appelle la CAP, la concertation des associations actives en prison, qui a fait déjà 2 grands rapports disponibles sur son site en ligne, parmi lesquels le rapport de 2014 sur l'offre des services. Et dans ce rapport, elle constate effectivement que l'offre des services en prison est tout à fait insuffisante, varie très fortement d'une prison à l'autre et met en avant effectivement toutes les difficultés de coopération entre l'administration pénitentiaire et les services externes qui peut mettre à mal l'organisation de ces activités qui favorisent la réinsertion. Au niveau du travail pénitentiaire, alors le travail pénitentiaire, on prévoit que l'administration pénitentiaire met du travail à disposition des personnes détenues, mais attention, pas dans le cadre d'un contrat de travail. Donc, il n'y a pas de protection liée au droit du travail, ni de la sécurité sociale pour les personnes détenues. Il n'y a pas de rémunération de salaire, on a simplement des gratifications et les montants sont extrêmement bas. Le tarif horaire est entre moins d'1 € et 4 € par l'heure, où on est payé à la pièce, et là, c'est jamais plus de 4 € l'heure. Donc, quand on entend les personnes détenues, certaines n'hésitent pas à utiliser le mot exploitation quand elles travaillent plusieurs heures par jour pour quelques euros. Donc, les détenus ne sont pas syndiqués. Les syndicats, quand vous les entendez au niveau pénitentiaire, ne veulent pas en entendre parler, alors que ce sont aussi pourtant des travailleurs. Et le travail est donc loin d'être un droit en prison, c'est vraiment une faveur, un privilège. Il y a seulement 40% des détenus, et pas en plus de manière constante, qui ont accès au travail. Et la perte du travail, au moindre incident disciplinaire, ça peut entraîner la perte du travail, et puis on se remet sur des listes d'attente. Et donc, on voit que c'est vraiment une faveur qui peut être facilement perdue. Or, c'est vraiment très important pour les personnes détenues d'avoir accès au travail, parce que déjà, ça leur permet des conditions de détention plus favorables, puisque déjà, ils peuvent sortir de leur cellule, ils voient d'autres détenus, ils font quelque chose, donc le temps passe plus vite, il y a une plus grande liberté de circulation. Quand on travaille, on a aussi accès davantage à la douche. Quand on n'est pas dans une prison, il y a les douches en cellule. Et puis surtout, même si c'est très mal payé, au moins ça permet d'avoir un petit quelque chose, puisque le coût de la vie en prison est très cher. Je vous l'ai dit, le téléphone est cher. Il faut aussi pouvoir cantiner, louer sa télé ou son frigo dans les prisons où il faut les louer. Puis il faut indemniser les parties civiles pour obtenir des libérations conditionnelles, rembourser ses amendes pénales, plus toutes les dettes à continuer à payer qu'on a à l'extérieur, ou des pensions alimentaires pour ne pas être accablé de dettes à la sortie. Donc, on voit que c'est vraiment nécessaire pour les personnes détenues d'avoir une source de revenus quand elles sont en prison. Il y a différents types de travail pénitentiaire. Il peut s'agir de travaux domestiques qu'on fait, ou de tâches qu'on fait au sein de la prison, comme travailler à la cuisine de la prison, distribuer les repas, c'est ce qu'on appelle le travail de servant, ou faire du nettoyage dans les ailes, du nettoyage du linge à la buanderie. Il y a aussi ce qu'on appelle les servants sport, donc qui gèrent les salles de fitness, ou les détenus qui travaillent à la bibliothèque ou qui ont des compétences spécifiques, comme travailler comme coiffeur ou comme peintre ou comme menuisier au sein de la prison. Et puis, on a ce qu'on appelle les ateliers. Donc, dans certaines prisons, il y a des ateliers pour des tâches spécifiques à faire, soit pour l'administration pénitentiaire. Par exemple, il y a des prisons qui ont des forges pour construire les grilles pour les prisons, ou des prisons qui ont des menuiseries pour construire les lits ou les armoires des cellules, des prisons qui ont une boulangerie pour faire le pain pour la prison et d'autres prisons, etc. Ou dans les ateliers, il y a aussi du travail qui se fait pour des entreprises privées. Donc, les entreprises privées peuvent faire appel au travail pénitentiaire pour des travaux du style couture, scanning, emballage, étiquetage de produits, généralement du travail très répétitif et à la chaîne. Il existe aussi des formations professionnelles qualifiantes, et ça, c'est positif, puisque ça permet aux détenus de sortir avec un diplôme en cuisine, en électricité, en soudure. Malheureusement, c'est très insuffisant. Peut-être 400 détenus environ par an y ont accès à certaines périodes en plus. Ils sont entre 10 000 et 11 000 détenus, donc vous voyez que c'est
vraiment infime le nombre de détenus qui ont accès à ces formations professionnelles qualifiantes qui sont pourtant importantes pour la réinsertion. Donc là, sur les 2 premières photos, vous voyez des servants habillés en blanc, donc qui font la distribution des repas. Et en dessous, vous avez une autre photo d'un atelier où vous voyez donc des personnes détenues qui travaillent à l'atelier. Alors, le travail pénitentiaire est organisé par la Régie du travail pénitentiaire qui s'est dotée d'une nouvelle identité en 2014, à savoir le label Cellmade. Vous pouvez aller voir sur le site. Tout ça dans le but de promouvoir le travail pénitentiaire pour attirer les entreprises privées en prison. Donc, vous pouvez aller voir tous les services que les personnes détenues peuvent faire pour les entreprises privées. Vous voyez que le site est très vendeur en disant aux entreprises qu'elles vont renforcer leur image d'entreprise socialement responsable en mettant les personnes détenues au travail. Et vous voyez que voilà, tout est rose sur le site, on dit tout le monde y gagne, vous permettez aux personnes détenues d'avoir une expérience professionnelle, de faciliter leur réinsertion. Vous avez un travail de qualité à prix attrayant et pour les détenus, ils peuvent prendre leurs responsabilités, indemniser les victimes, acquérir une discipline de vie, une expérience professionnelle. Et dans la note de politique générale du ministre de la Justice qui vient de paraître, il insiste sur le fait que mettre les détenus au travail, c'est vraiment quelque chose de très important. Or, quand on lit les rapports des commissions de surveillance, par exemple, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est, ou du secteur associatif, comme un rapport fait sur le travail par la Ligue des droits humains ou plus récemment par l'ASBL Genepi Belgique, on voit que les constats sont beaucoup plus critiques par rapport au travail pénitentiaire, dont l'attribution est considérée comme arbitraire. On ne sait pas très bien sur la base de quels critères on octroie le travail à certains détenus et pas à d'autres. Le fait qu'on peut nous supprimer notre travail du jour au lendemain, le fait que c'est extrêmement mal rémunéré, que c'est un travail très peu gratifiant, qui est très répétitif et outre qu'il est très mal payé, donc un travail qui finalement ne nous apporte rien, ne nous aide pas à nous préparer à la réinsertion et qui est tellement mal rémunéré qu'il ne nous permet pas d'économiser en vue de notre réinsertion. Donc on voit ici une image beaucoup plus négative qui est dressée du travail pénitentiaire par les organes de surveillance des prisons et par le secteur associatif. Alors, les soins de santé, je vous l'ai dit, c'est la seule partie de la loi de principe qui n'est pas entrée en vigueur, dont on applique encore un arrêté, les dispositions d'un arrêté royal de 1965 à cet égard. Certaines prisons ont des centres médicaux comme Saint-Gilles, Lantin et Bruges, et donc certains détenus sont transférés dans ces centres médicaux parce qu'on essaye de d'abord soigner les personnes à l'intérieur de la prison avant de les faire sortir dans les hôpitaux. Et ces sorties, d'ailleurs, dans les hôpitaux sont souvent très compliquées puisqu'elles dépendent aussi du nombre suffisant du personnel qui travaille dans les services de transfert des personnes détenues et qui a aussi des problèmes de sous-effectifs. Il faut savoir que donc, les personnes détenues n'ont pas accès à la liberté de choisir leur médecin, puisqu'elles ont accès qu'aux médecins pénitentiaires. Si elles veulent faire venir leur médecin et voir leur propre médecin, c'est à leurs frais, et encore, il faut que leur médecin accepte de venir en prison. Les soins de santé en prison, c'est une énorme problématique. Il y a vraiment énormément de plaintes de personnes détenues à cet égard, des rapports du secteur associatif qui sont absolument alarmants sur les soins de santé en prison. Globalement, les personnes qui arrivent en prison sont déjà dans un état de santé déficient, puisqu'en prison, on trouve une population généralement précaire et défavorisée, mais le régime de détention en lui-même, par ailleurs, va accentuer le mauvais état de santé des personnes détenues, parce que parfois l'hygiène, on n'a pas accès à des conditions d'hygiène qui sont idéales, on n'a pas toujours l'eau courante en cellule ou une toilette en cellule, on n'a pas de douche quotidienne. On a un manque d'activité qui fait qu'on prend du poids parce qu'on ne bouge pas assez, on a une nourriture peu équilibrée, on vit dans la promiscuité, dans la solitude aussi, et donc ça peut aussi développer certaines maladies mentales et des comportements à risque, donc tout ça n'aide pas évidemment pour la santé, donc mauvais état de santé de façon globale, et en plus des soins de santé qui de manière insuffisante en prison, parce que le personnel en prison est constamment sous-effectif, c'est très peu attrayant, c'est mal rémunéré, c'est des conditions de travail difficiles. Outre le manque de moyens dont souffre la justice à cet égard, puisque les soins de santé dépendent en réalité du budget du SPF Santé.
les soins de santé pénitentiaire donc dépendent du budget de la justice et pas du budget de la santé publique. Et le travail de terrain, les acteurs de terrain plaident pour un transfert des soins de santé pénitentiaire du SPF Justice vers le SPF Santé publique. Ce serait beaucoup plus logique, cela relève de la santé et donc le personnel serait alors rémunéré par la santé publique plutôt que le SPF Justice. Ça faciliterait les coopérations avec voilà, tous les autres acteurs de santé. Donc, c'est quelque chose qui est donc demandé par le terrain, mais aussi recommandé dans des études qui ont été réalisées. Je vous en renvoie notamment à l'étude du KCE qui fait un bilan assez récent sur les soins de santé en prison et qui soutient cette idée du transfert. Alors, la question de l'ordre et de la sécurité en prison, aussi un gros chapitre de la loi de principe. Alors, vous devez savoir qu'il y a deux grandes idées. Celle au niveau de la sécurité, c'est que la sécurité, elle peut être passive ou active. La sécurité passive, c'est celle qui est vraiment basée sur l'infrastructure et la technologie. C'est la sécurité par les murs, les grilles, les caméras de surveillance, etc. Tandis que la sécurité active, c'est l'idée de dire on aura une prison plus sécurisée si il y a une bonne relation entre le personnel pénitentiaire et les agents et si un régime d'activité riche, les personnes en prison se comporteront de façon plus positive si elles s'entendent bien avec le personnel, s'il y a plusieurs activités qui sont prévues, etc. Or, ce qu'on voit, c'est que les nouvelles prisons diminuent la possibilité de contact, comme je vous l'ai déjà dit, et que la dernière grande mesure du ministre de la Justice sous la précédente législature, ça a été de rationaliser le personnel pénitentiaire, donc de diminuer le personnel de 10%. Donc, on diminue l'humain en prison, mais par contre, on augmente les conditions de la sécurité passive, puisqu'on construit des nouvelles prisons avec encore plus de murs, de caméras, de grilles, etc. Donc, l'équilibre que la loi de principe prône entre la sécurité passive et la sécurité active n'est pas encore du tout une réalité de terrain. Alors, différentes mesures de contrôle et de sécurité sont prévues par la loi. Les possibilités de faire des fouilles de cellules, des fouilles de vêtements comme sur la photo, des fouilles à nu aussi dans certaines conditions. Donc là, la personne est invitée à se déshabiller. Alors ça, c'est tout un sujet, on pourrait faire un cours d'1 heure là-dessus. Je vous renvoie à un rapport récent du médiateur fédéral sur la question des fouilles. Ce rapport constate que dans la grande majorité des prisons belges, les conditions légales pour pouvoir réaliser des fouilles à nu ne sont pas respectées. Elles sont trop systématiques comparées à ce qui est prévu dans la loi. Elles ne se font pas toujours dans des conditions qui respectent la dignité humaine. Donc on voit que c'est là un facteur très sensible. Il peut y avoir un usage de la force en prison. Le personnel pénitentiaire n'est pas armé, n'a pas d'armes. Par contre, il peut recourir aux menottes, aux entraves, au pepper spray, aux équipes d'intervention. Donc là, c'est ceux qui ont des habits où ils sont particulièrement équipés, avec casque, etc., pour aller quand il y a vraiment une personne détenue qui a un comportement menaçant. Et alors, il existe des mesures et des régimes de sécurité particuliers individuels où les personnes peuvent être soumises à des conditions d'isolement, des visites à carreaux plutôt qu'au parloir, etc. Et donc ça, ce sont des régimes très lourds. Je vous renvoie à la loi pour une description plus précise des droits des personnes détenues dans le cadre de ces régimes. Par contre, on va revenir un peu plus longtemps sur la question du régime disciplinaire. Donc, vous devez savoir que la loi prévoit une série d'infractions disciplinaires qui peuvent être punies par des sanctions disciplinaires. Il y a deux catégories d'infractions. La première catégorie, donc les plus graves, et puis la seconde catégorie, les infractions les moins graves. Les infractions graves, ça peut être de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes, donc du personnel pénitentiaire, mais aussi des co-détenus. Ça peut être de détruire les biens de sa cellule, ça peut être le vol, ça peut être de ne pas respecter de façon exprès un ordre qui est donné, ça peut être d'inciter aux actions collectives, donc pas participer, mais inciter aux actions collectives qui risquent de mettre en péril la sécurité dans la prison, le fait de posséder des substances ou des objets interdits, le fait de posséder un GSM, ou l'évasion, la participation à l'évasion. Les infractions de seconde catégorie, c'est proférer des injures, ne pas respecter les dispositions du règlement d'ordre intérieur.
Alors ça ouvre évidemment la voie à un potentiel énorme d'infraction, puisque le règlement d'ordre intérieur des prisons prévoit toute une série de règles, jusqu'à le nombre d'objets qu'on peut avoir en cellule, le nombre de vêtements, etc. Donc si chaque non-respect peut mener à une sanction disciplinaire, on imagine que c'est assez énorme. Le fait d'occasionner des nuisances sonores, etc., etc. Or, au niveau des sanctions disciplinaires, il y a deux types de sanctions, des sanctions générales et des sanctions particulières. Les sanctions générales, ça peut être la réprimande, ça peut être le fait d'être privé du droit de se procurer certains objets à la cantine, ça peut être l'isolement dans l'espace de séjour ou l'enfermement en cellule de punition. Et les sanctions disciplinaires particulières, là, ça doit être en lien avec l'infraction qui a été commise. Donc, si on a fait une infraction à la visite, ben, on peut avoir une sanction liée à la visite. Ça peut être lié à la participation à des activités, etc. Alors, les deux sanctions les plus lourdes, c'est ce qu'on appelle l'enfermement en cellule de punition, soit le fait d'être placé au cachot. Je vous ai mis une petite photo d'un cachot. Alors les cachots, c'est souvent dans des conditions, surtout dans les vieilles prisons, dans des pièces généralement totalement insalubres, froides ou humides, ou enfin des conditions de détention sur des matelas dont on ne change jamais les couvertures. Donc c'est vraiment des conditions de détention dans certaines prisons qui sont vraiment à la limite du traitement dégradant. Et l'isolement en cellule, c'est ce qu'on appelle le strict, donc c'est le fait d'être dans sa cellule et de ne pas pouvoir en sortir pour participer aux activités et autres. Donc, ces deux sanctions sont réglées de manière plus précise par la loi, avec par exemple une obligation du directeur ou du médecin de passer voir le détenu, etc., etc. Et elles doivent être limitées dans le temps. Donc, pour les infractions de seconde catégorie, ça peut être maximum 15 jours de strict ou 3 jours de cachot. Et pour celles de première catégorie, c'est maximum 30 jours de strict ou maximum 9 jours de cachot ou 14 en cas de prise d'otage. Alors maintenant, on passe au dernier point qu'on allait analyser de la loi de principe, à savoir la question de la surveillance des prisons et du traitement des plaintes. Or, ce sont deux sujets traités séparément dans la loi de principe. La surveillance des prisons vient en tout début, dans les articles 20 à 31.1, et la question du traitement des plaintes vient plus loin, à la fin de la loi. Mais si on les traite ensemble, c'est parce que commission de surveillance et commission des plaintes sont liées. On va l'expliquer tout de suite. Alors, surveillance des prisons tout d'abord. On va ici parler uniquement de la surveillance des prisons par les organes officiels de contrôle des prisons qui sont prévus dans la loi de principe. Mais vous devez savoir que cette surveillance et ce contrôle des prisons, elle se fait par différents acteurs. Ça peut être par les parlementaires qui peuvent entrer en prison pour faire des visites, par le pouvoir judiciaire qui prend des décisions qui peuvent contrôler l'action de l'administration pénitentiaire, le secteur associatif, dont on a déjà cité des rapports qui font état ou qui dénoncent les conditions de détention. On a aussi des organes officiels de contrôle au niveau européen, comme le CPT, le Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains dégradants, au niveau international également. Or, les organes dont on va parler, les organes prévus par la loi de principe de contrôle des prisons, ils existent depuis toujours. Donc déjà, lorsque la Belgique est devenue un État en 1830, il y avait ce qu'on appelle les commissions administratives des prisons, donc des personnes bénévoles qui viennent en prison pour en observer la gestion, les conditions de détention, etc. Outre ces commissions administratives, en 1920 a été créé un Conseil supérieur des prisons, qui est devenu en 1978 un Conseil supérieur de politique pénitentiaire, qui faisait donc ce travail de contrôle à un niveau plus national, avec une compétence d'avis pour le ministre sur la politique pénitentiaire. En 2003, sont mis en place deux organes qui vont reprendre ces tâches-là, qu'on va officialiser, le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance des prisons. Ces organes dépendaient seulement du ministre de la Justice, donc n'étaient pas vraiment indépendants, puisque c'est le contrôleur qui est le contrôlé finalement. En 2019, donc tout récemment, il y a encore eu une réforme en vue de faire entrer en vigueur les articles de la loi de principe qui organisaient ces organes de surveillance. Jusque-là, c'était organisé par un arrêté royal, puisque la loi de principe, elle, prévoyait que ces organes de surveillance ne dépendaient pas du ministre de la Justice, puisqu'ils devaient être indépendants. Et donc, la loi de principe est entrée en vigueur en 2019 et ces organes dépendent à présent du Parlement. Pour revenir sur tout cet historique, je vous ai mis une référence d'un article disponible en ligne si vous voulez en prendre connaissance. Donc, on a le Conseil central de surveillance pénitentiaire qui
qui est composé de 12 membres, dont un bureau de 4 membres permanents. Donc, pas des bénévoles, des personnes qui travaillent là à temps plein. Il y a aussi 12 suppléants. Et alors, nous avons 33 commissions de surveillance qui sont composées de 12, 15 ou 18 membres. Attention cependant que, et pour le conseil central et pour les commissions de surveillance, parmi ces membres, il faut en enlever 3 qui composent la commission des plaintes. On y reviendra quand on parlera des plaintes. Et donc, ces organes exercent un contrôle sur les 32 prisons belges, mais aussi sur les maisons de transition, qui ne sont pas des prisons en tant que telles, hein. On en a parlé, et sur l'établissement de défense sociale de PEV, ainsi que sur les sections de défense sociale au sein des prisons, où il n'y a pas donc des personnes détenues, mais des personnes internées. Mais c'est quand même de leur compétence. Dans les annexes psychiatriques, on trouve et des internés et des détenus, donc elles s'y rendent, ces organes s'y rendent bien entendu aussi. Donc la grande réforme de 2019, je vous l'ai dit, c'était pour gagner en indépendance, donc ces organes dépendent maintenant du Parlement. Et la deuxième volonté de réforme, c'était vraiment de professionnaliser ces organes qui jusque-là étaient complètement bénévoles. Et c'est pour ça que maintenant, au sein du Conseil central, il y a 4 personnes qui travaillent pour le Conseil à temps plein. Donc, je vous ai mis leurs photos que j'ai trouvées dans leur premier rapport annuel de 2019 qui est en ligne. Je vous mettrai le site tout de suite. Et donc, professionnalisation. Donc, ce Conseil central a mis sur place des toutes nouvelles commissions, va organiser leur formation, c'est en cours. Ce n'est plus complètement du bénévolat puisque des jetons de présence sont prévus, que tout un secrétariat est engagé au niveau du conseil en appui au conseil et aux membres des commissions. Donc on voit qu'il y a vraiment une professionnalisation qui est en cours puisque c'est encore tout à fait récent. Le nouveau conseil a été mis en place en avril 2019, ça ne fait même pas ça fait tout juste un peu plus d'1 an, et les nouvelles commissions de surveillance ont été mises en place le 1er septembre 2019, donc ça fait aussi à peine un peu plus d'1 an. Et donc le conseil s'est créé un nouveau site internet avec une nouvelle identité visuelle, je vous ai mis le site, vous pouvez aller surfer un peu sur celui-ci, dans l'onglet publications, vous allez trouver son plan stratégique, son règlement de déontologie, son premier rapport annuel 2019, vous pouvez aussi télécharger les rapports annuels de toutes les commissions de surveillance, où là, vous trouvez des informations par prison. Donc ça peut être assez précieux si vous travaillez sur la question d'une prison en particulier, par exemple. Et donc, les missions de ces organes de surveillance pour le Conseil central, c'est donc d'exercer un contrôle sur toutes les prisons et le traitement réservé aux détenus dans ces prisons, mais aussi de soumettre des avis au Parlement, mais aussi au ministre de la Justice et au ministre de la Santé publique, des avis sur la politique pénitentiaire. Sa mission, c'est aussi de créer les commissions de surveillance, donc il les a créées, mais maintenant il doit en assurer l'appui et la coordination. Et le Conseil central aussi, rédiger un rapport annuel qui est public, donc on voit, c'est sur son site, et qui est une espèce de synthèse des rapports des commissions, de ses avis, etc. Quant aux commissions de surveillance, qui sont attachées donc à chaque prison ou à 2 prisons, si c'est 2 petites prisons par exemple, elles exercent un contrôle indépendant sur cette prison ou ces prisons-là dont elles dépendent, sur la façon dont sont traités les détenus dans ces prisons-là. Elles peuvent envoyer au Conseil central aussi des avis et des informations sur toute question en lien avec les personnes détenues. Elles doivent aussi rédiger un rapport annuel, qui donc est aussi publié sur le site du Conseil central, et elles ont aussi une fonction de médiation. Donc, faire la médiation entre le détenu et le directeur de la prison quand elles sont amenées à constater des problèmes. Alors, comment ça se passe en pratique? Les membres des commissions de surveillance, à tour de rôle pendant l'année, vont choisir qui sera le commissaire du mois. Donc, par exemple, pour ce mois de novembre, il y a 1 ou 2 commissaires, c'est une grande prison, qui vont aller toutes les semaines, au moins une fois par semaine, à la prison pour parler avec le personnel pénitentiaire, aller visiter les différents lieux de la prison pour voir un peu comment ça se passe, quelles sont les conditions de détention, mais aussi les commissions de surveillance ont des boîtes aux lettres, comme sur l'image, où les personnes détenues peuvent mettre des petits billets de rapport pour dire « venez me voir, j'ai quelque chose à vous dire ». Dans les nouvelles prisons, ça se fait via Prison Cloud. Et donc, les commissaires du mois vont voir les détenus et vont parler avec eux, vont recueillir leurs plaintes, vont voir si elles peuvent régler le problème tout de suite. Par exemple, si c'est quelqu'un à qui on facture la télé alors qu'elle n'a pas de télé en cellule, on va aller à la comptabilité voir comment ça se passe. Ou si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui ne comprend pas très bien son suivi, ou s'il pourra un jour
être transféré dans un hôpital pour faire une radio ou quoi, on va aller voir au service médical qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, tout ce genre de petites démarches. Parfois, c'est plus structurel, comme des problèmes dans la cantine, des choses comme ça. Donc là, il faut aller en discuter avec la direction. Et c'est ça, finalement, faire la médiation, porter les problèmes à la connaissance de la direction, voir comment les régler. Et par ce biais-là aussi, c'est le contrôle qui est exercé, puisqu'on se rend compte des conditions de détention dans la prison. Et puis, le commissaire du mois, il fait un peu un rapport sur tous les problèmes qu'il a rencontrés, sur tout ce qu'il a constaté pendant son mois de surveillance. Il fait un petit rapport du mois. Et tous les membres de la commission de surveillance se réunissent à la fin du mois pour discuter de ce rapport, voir les problèmes qu'on fait remonter à la direction ou au conseil central. Et puis en fin d'année, tous ces rapports du mois vont permettre de rédiger un rapport annuel sur la prison. Donc là, vous voyez donc une membre d'une commission de surveillance qui entre dans la cellule d'une personne détenue pour s'entretenir avec elle puisqu'elle l'a contactée. Alors, c'est un peu au choix du commissaire et de la personne détenue si on papote, si on fait cette conversation et cet entretien en cellule ou plutôt dans un autre local. Donc voilà, ça dépend un peu, puisque s'il y a un duo, par exemple, qui est là et qu'il ne veut pas parler en présence du duo, alors on va plutôt aller dans une salle de réunion. Donc ça, c'est pour la surveillance. Et maintenant, la question du traitement des plaintes. Alors ça, c'est une matière très, très, très récente, puisque c'est en vigueur, cette partie de la loi de principe est entrée en vigueur le 1er octobre 2020, donc il y a à peine un petit mois, donc c'est tout récent. Les commissions des plaintes viennent d'être mises sur place. Et qui sont ces commissions des plaintes? Eh bien, ce sont des membres qui sont issus des commissions de surveillance. Donc, on a demandé à toutes les commissions de surveillance quels sont les 3 parmi vous qui veulent bien quitter la commission de surveillance pour composer la commission des plaintes et donc ne plus faire de surveillance, mais faire uniquement la gestion des plaintes des détenus. Et parmi ces 3 membres, il fallait au moins, pour être le président de cette commission, un titulaire d'un master en droit. Alors la loi prévoit bien que les personnes qui sont dans la commission des plaintes ne peuvent pas exercer de surveillance pour ne pas mélanger les casquettes. La commission des plaintes, c'est un organe juridictionnel qui va traiter les plaintes donc comme un juge, tandis que la surveillance, c'est un organe de contrôle des prisons. C'est 2 missions tout à fait différentes. Par contre, il est toujours prévu que si un membre de la commission des plaintes est absent ou n'est pas disponible pour traiter une plainte ou voilà, est malade, ou quelque chose comme ça, il peut être remplacé par un membre de la commission de surveillance. Donc là, on voit qu'il y a malgré tout une confusion possible, puisqu'il y a vraiment une espèce de mélange de genres entre les personnes de la commission de surveillance et de la commission des plaintes. C'est quelque chose qui est dénoncé par le secteur associatif, notamment en disant que ça pose question par rapport à l'indépendance de la commission des plaintes et le risque d'une confusion pour les personnes détenues et pour les membres du personnel pénitentiaire par rapport à ces 2 organes. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a demandé que ce soit des membres issus de la commission de surveillance qui soient dans la commission des plaintes. Ça, la volonté du législateur, c'était vraiment de dire que dans la commission des plaintes, on veut des gens qui ont été dans des commissions de surveillance parce que, du coup, ils comprennent le fonctionnement de la prison, parce qu'ils se sont vraiment frottés à la pratique. Or, il y a aussi une commission d'appel. Alors, cette commission d'appel, elle est créée au sein du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Donc, ce sont des membres qui sont issus du Conseil qui vont composer les 2 commissions d'appel, une francophone et une néerlandophone. Et là, chacune est présidée par un magistrat du siège. Or, quelles sont leurs compétences? Eh bien, la commission des plaintes, c'est une commission qui va connaître des recours qui sont introduits par les personnes détenues à l'encontre de décisions individualisées qui sont prises à leur égard, dans l'égard des personnes détenues, par le directeur ou au nom de celui-ci. Donc, c'est vraiment, par exemple, le directeur va prendre une sanction disciplinaire ou prendre une décision individuelle à l'égard du détenu et pas une décision structurelle, comme le fait qu'on change l'horaire de visite pour toute la prison, ce genre de choses. Non, ça doit être une décision individuelle et non pas générale ou structurelle. Et donc, le détenu peut saisir la commission des plaintes s'il estime que la décision n'est pas fondée, n'est pas raisonnable, n'est pas justifiée, pour demander à la commission des plaintes d'annuler cette décision, voire de prendre une nouvelle décision à la place de celle du directeur. Les compétences des 2 commissions d'appel, c'est quoi? C'est de connaître en fait de l'appel des décisions prises par les commissions des plaintes, mais aussi d'autres compétences spécifiques. On ne va pas s'y attarder, mais c'est lié à des recours contre des décisions prises par le directeur général en matière
de placement, de transfert ou de sécurité, de régime de sécurité particulier individuel. Alors, pour la procédure devant la commission des plaintes, c'est assez technique et c'est encore neuf. Il y a la jurisprudence qui va venir on va avoir plus de détails sur la procédure et on va avoir des nouvelles jurisprudences qui vont venir au cours des mois prochains. Mais donc, à ce stade, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Mais le Conseil central a réalisé un petit PowerPoint de formation sur la procédure devant la commission des plaintes. Ces 3 schémas sont très bien faits. Donc, je vous les ai mis sur le PowerPoint si ça vous intéresse de prendre connaissance de cette partie de la loi en regardant ces schémas. Alors, pour conclure ce tout petit cours introductif sur la loi de principe, vous voyez que finalement, la réalité dans les prisons belges est souvent bien loin de celle que l'on connaît ou que l'on croit connaître, et que c'est donc important de bien s'informer sur les sujets, et les sources ne manquent pas, je vous l'ai dit, que ce soit des rapports des organes de surveillance sur le site de l'administration pénitentiaire, le rapport associatif qui fait de nombreux rapports également. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous entendez effectivement souvent que le problème de la prison, c'est le manque de moyens. Vous voyez que c'est une explication finalement un peu simpliste, puisqu'il y a plein d'autres données qu'on a plus ou moins esquissées ici qui expliquent différentes difficultés. On a vu que l'éclatement des compétences dans notre État fédéral ne facilite pas non plus les choses, puisqu'on a le SPF Justice qui doit travailler pour la réinsertion en collaboration avec les services externes des communautés, que cette coopération, ça doit impliquer des politiques communes, donc à différents niveaux de notre État, donc ce qui est loin d'être difficile. Des lieux de concertation existent, mais ça reste effectivement assez compliqué d'avoir une politique cohérente à différents niveaux politiques. Et puis, on a vu que le cœur de la loi de principe, c'était le plan de détention, donc l'offre d'activité en prison, qui est justement au cœur de cette complexité institutionnelle. Et donc, on comprend que le cœur même de la loi de principe est mis à mal par cette complexité institutionnelle, outre le manque de moyens et les problèmes architecturaux des prisons. Et on voit aussi que le manque de moyens est souvent avancé alors qu'on a des choix qui sont posés en termes d'allocation de ces moyens qui peuvent susciter certains questionnements. Donc, on voit qu'on investit énormément d'argent dans la construction de nouvelles prisons dont la construction et la maintenance sont confiées à des entreprises privées dans le cadre de contrats en partenariat public-privé. Et alors que cette extension du parc carcéral est dénoncée par l'ensemble des chercheurs et du secteur associatif comme ne permettant pas de lutter contre l'inflation carcérale, où l'on demande plutôt de travailler sur la limite des personnes qu'on met en prison, en mettant par exemple des quotas au nombre de personnes qu'on peut mettre en détention préventive et ce genre de choses. Et donc donc malgré tout, on continue à investir en dépit et contre les études scientifiques qui sont menées. Donc, ce qui est souvent dénoncé sur le terrain, c'est le fait qu'il n'existe pas de politique pénitentiaire cohérente. Donc, nous allons voir si maintenant le nouveau ministre de la Justice va chercher dans cette prochaine législature à tenir compte des rapports unanimes sur certaines questions du secteur associatif et du terrain, va tenir compte des études scientifiques, dont celle de l'INCC sur la classification qu'on a évoquée, ou sur les études qui existent en matière de récidive, ou justement sur le fait qu'on dénonce l'absence de statistiques pénitentiaires et pénales suffisamment disponibles pour pouvoir établir des études de récidive sur le long terme. Donc voilà, on va espérer que cette politique pénitentiaire pourra davantage se faire en collaboration avec le monde académique, scientifique et surtout avec les acteurs de terrain qui disent et répètent les mêmes choses depuis un certain temps. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée.